via Africa et de nous suivre à l'instant même sur Golf FM Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Ma part de vérité de ce dimanche 27 août 2017. Après plusieurs semaines de contestation, de protestation, de manifestation d'humeur, de concertation et surtout d'explication, parfois d'inquiétude et surtout d'incertitude, la première édition de l'examen national de licence professionnelle démarre demain dans 4 villes du Bénin, avec plus de 2000 candidats provenant de tout le Bénin dans 230 filières. Où en est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers sa direction des examens et concours dans l'organisation de cet examen? La direction des examens et concours de la Direction générale de l'enseignement supérieur est-elle prête pour offrir un examen irréprochable étant donné que c'est une première édition? C'est ce que nous allons savoir au terme de cette émission qui reçoit pour vous, vous vous en doutez, le professeur Dodi Amozovi. Il est le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, le DPES dont on a parlé tout le temps. Professeur Dodi Amozovi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aux amis auditeurs, téléspectateurs qui nous suivent maintenant, d'où qu'ils nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai moi. que quand nous vous avons fait cette invitation, vous avez estimé que ce n'est vraiment pas le moment, mais c'est important pour vous quand même de parler aux candidats à la veille de la première édition de l'examen national de licence professionnelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce n'est pas du tout fastidieux de rappeler que vous restez un scientifique, vous êtes un universitaire. Il y a quelques mois, au mois de juin 2017, à l'occasion de la 39e session du comité consultatif interafricain du CAMES, vous êtes devenu professeur titulaire de sociologie, donc une ascension dans votre carrière d'universitaire. Qu'est-ce que ça vous fait d'être devenu professeur titulaire? Comment vous sentez-vous? Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour la question que vous me posez. Je voudrais, avant de dire mon sentiment, dire toute mon admiration pour le travail que vous faites ici, que vous faites si bien, vous et toute la maison Golf, pour accompagner le Bénin, pour accompagner l'Afrique, pour accompagner le monde en matière d'information vraie et crédible. Merci donc pour cela. Je suis surpris par votre question. En effet, c'est mon premier plateau après mon inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire. Je dois ajouter très humblement que le laboratoire que je dirige a eu 100% d'inscrits des candidats qu'il a présenté. Nous avions un professeur titulaire, nous avons un maître de conférence et nous avons 4 maîtres assistants. Donc les 6 que l'ARED a présentés sont tous inscrits. Et le sentiment qui m'anime maintenant que vous me posez la question, qui m'animait et qui m'animera toujours, c'est un sentiment de dévotion. C'est un sentiment de reconnaissance à Dieu qui a permis ça, qui a permis le travail acharné au bout duquel nous avions eu ce résultat qui honore le labo, qui honore l'UAC et qui nous demande de faire mieux. Parce que nous avions demandé une seule chose à Dieu, fais en sorte de nous apporter cette inscription ou ces inscriptions afin que nous l'utilisions comme un instrument pour la gloire de ton nom. Et nous l'utiliserons à notre place terrestre pour la gloire du nom de Dieu. Oui, c'est vrai que nous ne voulons pas relancer la polémique, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez craint ne pas y arriver en raison des menaces ou tout simplement des promesses de blocage de votre ascension que certains de vos adversaires sur notre terrain vous ont faites par rapport à votre position sur le sujet au cœur de cette émission? Je ne savais pas que les échos vous étaient parvenus ici bien aussi. sûr, parce qu'on a toujours discuté avec tous les acteurs. Eh bien oui, à un moment, je n'ai pas craint. À aucun moment je ne crains parce que j'avais confiance au travail qui se fait et qui s'est toujours fait au labo que je fais. Et j'ai confiance en mon Dieu. Je sais qu'il a toujours le dernier mot. Réunis ces deux, je n'ai pas craint ces menaces.
Même au moment où il devenait insistante, mon autorité m'a accompagné, le cabinet, Madame la ministre et tout l'entourage du ministère et ma famille m'ont accompagné et j'étais confiant en la. Mais il faut à la vérité dire qu'il y a eu quelques moments de questionnement, de solitude et d'inquiétude. Mais en remettant ça en la main de Dieu, je me suis dit, Dieu décidera du bon et il a décidé du bon. Alors, cette émission intervient dans un contexte où la Cour constitutionnelle de notre pays a rendu la décision DCC 1783 du 24 août 2017 qui déclare que le décret du 29 mars 2017 qui consacre l'organisation des examens nationaux pour l'obtention des diplômes, des licences et des masters dans les EPS n'est pas contraire à la Constitution. Est-ce que cette décision-là vous régaillardit? Est-ce que ça vous reconforte dans votre position? Me réconforter dans ma position, oui et non. Il y a 3 types de sentiments qui m'animent quand je lis la décision de la Cour constitutionnelle. Un sentiment de fierté, un sentiment de contrition et puis un sentiment de grande préoccupation. Fierté d'avoir appartenu à une équipe. Fierté d'avoir travaillé sous une autorité à côté de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique qui menait la boussole, qui implémentait la vision du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Fierté de m'être retrouvé au milieu des gens qui ont eu la conviction et qui savaient que c'est ici et maintenant que le soleil nouveau devrait se lever sur le secteur privé de l'enseignement supérieur. Ce sentiment de fierté, je l'ai lu. Sentiment de contrition, je voudrais demander pardon à tous les cadres du ministère qui ont été traités de tous les noms. Demander pardon à l'autorité qui a dû souffrir. Elle ne le fait toujours pas sentir. Mais je vais demander pardon au nom de ces enfants pour qui nous nous battions, pour qui elle s'est battue de toute sa conviction, de toute sa force et de toute son autorité. Pardon à nos familles respectives, à nos amis, à nos parents qui ont souffert dans leur chair. Parce que c'est moi qui ai accepté d'aller. C'est nous qui avons accepté de nous mettre au service de la République. Et à entendre tout ce que nous avons entendu, à vivre tout ce que nous avons vécu, il y a lieu de demander pardon à nos familles qui n'ont pas demandé ça et qui ont vécu pour le service que nous rendions à la République et à la jeunesse. Et puis, sentiment de grande préoccupation. Grande préoccupation parce qu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir ceux-là qui avaient pensé que le mieux à faire, c'était d'aller contre l'autorité de l'État, de remettre en cause cette décision qui, au finish, n'avait d'autre but que de relever le niveau, d'assainir le secteur, de renforcer cet assainissement, qui ont voulu, même qui ont, à des moments donnés, permis que les enfants marchent contre eux-mêmes, contre leur avenir, contre le pays finalement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je suis préoccupé de savoir aujourd'hui ceux qui ont décidé donc, dans cette logique, de ne pas présenter les enfants à ces examens. Que deviendront ces enfants? Bien sûr, ce sont des préoccupations que nous allons évoquer en détail quand on aurait parlé de l'examen lui-même à travers son organisation. Mais quand vous parlez de pardon au cadre du ministère, en réalité, il ne s'agit pas de plusieurs cadres. Il s'agit de vous, parce que vous êtes présenté comme l'architecte, le maître à penser de cette décision qui a été contestée par quand même un bon nombre un grand nombre de promoteurs d'EPS. Est-ce que finalement, vous-même, vous ne vous demandez pas s'il fallait tout ça pour que les examens soient acceptés? Peut-être chacun dans la République doit prendre sa place. Et je crois que je prends la mienne complètement. Pendant longtemps, tous ceux qui ont pensé que le grand architecte de toute cette réforme est le directeur technique que je suis, et nous nous sommes évertués tout le temps à le leur expliquer, le directeur technique que je suis a au-dessus de lui un directeur général, a au-dessus de lui un ministre.
qui a au-dessus de lui, ensemble avec elle, le gouvernement. Et c'est par décret que ça a été décidé. Je ne suis qu'une chose qui tremble et qui ne sait pas. Je ne suis qu'un acteur technique à la place qui est la mienne, participant à la réflexion, participant au travail, exécutant des instructions, entrant dans la vision de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Je crois que si une chandelle doit être allumée à l'honneur de quelqu'un, c'est d'abord du gouvernement entier qui a vu juste en prenant ce décret. C'est ensuite en l'honneur exclusif de Madame la ministre qui a tenu. Je ne sais pas s'il est autorisé, il est possible à un collaborateur de féliciter son autorité ou sa patronne. J'étais il y a 2 jours avec les policiers qui m'ont appris que quand c'est son supérieur qui dit, on dit simplement admiration. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à cette brave dame qui a tenu bon du début jusqu'à la fin, Madame Maria-Odile Atanason, afin que nous puissions avoir ces examens. Moi, j'y ai participé modestement. J'ai beaucoup appris en mettant en œuvre, en orchestrant sous l'autorité de mon directeur général. Je vois le directeur de cabinet, je vois le directeur adjoint de cabinet, je vois le secrétaire général du ministère, je vois tout le ministère derrière cette réforme comme un travail d'équipe soudée avec à sa tête Madame la ministre, qui a donné ce résultat. Autrement, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de secousse, il y a eu des moments de turbulence, comme on le dit, pour emprunter le langage des pilotes. Mais nous avons tenu bon. Et la décision de la Cour vient comme un peu comme cerise sur le gâteau dire s'il n'y avait pas eu ce décret, s'il n'y avait pas eu ce gouvernement, s'il n'y avait pas eu le président de la République, il aurait fallu les inventer tous afin que le travail bon par ailleurs, moins bon par ailleurs, qui se fait au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur puisse mieux se faire au bonheur du développement de ce pays, au bonheur des enfants que nous formons dans ces établissements privés d'enseignement supérieur. Je voudrais insister du haut de cette tribune, tout n'est pas mauvais au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur. Mais il y a beaucoup de défis. On peut même dire qu'il y a plus de défis que d'acquis. Et ces examens constituent une étape essentielle dans le processus de renforcement d'assainissement. Lorsque je vois toutes les instructions et toute la vision tracée par Madame la ministre, je me dis c'est un pas décisif. Au lendemain des examens, le processus se poursuivra pour que, au bout de la période définie par le gouvernement, donc de ces 3 ans, nous puissions avoir un secteur privé de l'enseignement supérieur davantage assaini, qui, pourquoi pas, peut donner des raisons d'espérance, qui, pourquoi pas, peut même donner des leçons aux autres secteurs. Alors, les temps et les époques ont-ils changé? Le professeur Delia Mouzovi, des téléspectateurs vont se poser la question de savoir, est-il devenu un laudateur à force de faire l'éloge de la ministre, de bien parler du président de la République? On se demande si c'est toujours le même personnage. C'est tout à fait le personnage. J'ai été à cette réforme avec conviction. Et c'est cette conviction que j'exprime. Les temps n'ont pas changé. Je vous vois venir. Nous avons parlé de la rupture. Il y a un moment, pendant les élections, il est naturel qu'il y ait des pour et des contre. Mais à partir du moment où le peuple entier a choisi, que le Bénin entier a décidé de rompre avec tout ce que nous faisions, que vous décidiez d'accompagner le développement de ce Bénin, il n'y a plus un seul fonctionnaire de ce pays qui travaille pour le président de la République, qui travaille pour un ministre. Tous les fonctionnaires, donc l'administration publique, travaillent pour le pays. Même si hier, un fonctionnaire n'a pas voté ou n'a pas appelé à voter pour le président qui est là, démocratie pour démocratie, fonctionnaire, administration publique pour administration publique, quand on est à sa place, on travaille pour le pays et non pour l'élu. Et c'est peut-être ce que vous essayez de faire. Alors, vous considérez la décision de la Cour constitutionnelle comme une cerise sur le gâteau. C'est peut-être une victoire, mais d'autres vous diront que c'est presque une victoire parce que vous ne pourriez parler de victoire qu'après avoir réussi l'organisation de cette première édition de l'examen national de licence professionnelle
où en êtes-vous? C'est vrai, nous avons vu vendredi la ministre se rendre au siège de la direction des examens et concours, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt ou vous essayez tout simplement de foncer pour ne pas, après avoir du mal à regarder les opposants à cette réforme? Je vous remercie pour la question que vous me posez. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en allant à cette réforme, s'inscrit dans un long processus dont les prémices remontent même à juillet 2014. Donc 3 ans de préparation, peu ou prou. Avril 2016. 3 ans de préparation. 3 ans de préparation. Le gouvernement Patrice Talon ne s'est pas encore installé. Le gouvernement Patrice Talon ne s'est pas encore installé, mais les premières décisions, les premières orientations, les premières actions en vue d'eux ont commencé depuis juillet 2014. C'est vrai, on ne parlait pas d'examens nationaux, mais on parlait de regroupement. Tout à l'heure, vous aviez parlé de 230 filières de licences. On disait à l'époque qu'il faut nécessairement regrouper ces filières-là. Nous avons 329 filières de licence et de master. C'était devenu intenable. Et déjà, les avis se faisaient sentir qu'il fallait le faire. Des réunions se faisaient, des concertations se faisaient. Le coup d'accélérateur, la vision proprement des examens nationaux sont arrivés au lendemain d'avril 2016, du 6 avril 2016. C'est en cela que ça porte absolument et entièrement la griffe du gouvernement de son Excellence, le président Talon, où tout est allé beaucoup plus vite avec toute la conviction qu'il fallait. Donc, d'avril 2016 à août 2017, plus d'une année de concertation, d'échange, de préparation, de travail, je puis dire, oui, le ministère est prêt, la Direction générale de l'enseignement supérieur est prête, la direction des examens concours est prête pour que demain, à 8 h exactement, tous les candidats programmés pour composer à Cotonou et à Porto Novo puissent composer dans les meilleures conditions possibles. Et quand il s'agit d'organiser les examens, ce n'est certainement pas au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique qu'il faut montrer le chemin. Nous l'avions éloquemment démontré à toutes les fois que nous organisons le bac. Nous l'avions démontré quand nous organisons tous les autres examens et concours concernant l'enseignement supérieur. Là encore, nous n'allons pas rater. C'est vrai qu'il s'agit d'une première. Il s'agit d'une première, si je dois rapidement rappeler aux auditeurs, vous voyez ce document, c'est l'une des étapes essentielles auxquelles nous sommes parvenus en mai dernier, où après le regroupement, après la définition des formats, après un certain nombre de travail, nous avions retenu les épreuves, les formats d'épreuves, les spécimens d'épreuves et de corrigés types qui devraient aller aux examens. Ça a permis aux établissements privés d'enseignement supérieur, aux promoteurs, de travailler avec leurs candidats. Ça a permis aux candidats de préparer en toute sérénité, en toute quiétude ces examens-là. Donc, du côté des promoteurs, tout a été mis en place pour que les examens soient un succès. Du côté du ministère, question que vous me posez, tout a été mis en place. À la date d'aujourd'hui, nous avions eu 2473 dossiers reçus, déposés. À l'issue du travail de la commission, il y a eu 2215 dossiers qui sont bons pour composer sur toute l'étendue du territoire national. Ces 2215 candidats sont issus, comme vous l'avez annoncé, de 230 filières de licence. Nous aurons 99 filières de master l'année prochaine. À partir des 8 domaines prévus par le RISAO, nous avons ramené ces 230 filières. C'est quoi le RISAO avant d'avancer? Le réseau africain pour l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, le RISAO. Je n'ai pas pour mémoire la définition exacte, mais c'est l'institution qui gère l'enseignement en Afrique de l'Ouest. Le CAMES, le gérant en Afrique et à Madagascar.
Il a défini 8 domaines essentiels dans lesquels le système LMD, dans sa partie licence, master, même doctorat, devra se loger. À partir de ces 8 domaines, donc, nous avions défini 10 licences au Bénin. Donc, regrouper 10 licences. Les étudiants, ils auront 10 licences. À l'intérieur de ces 10 licences, nous avons 41 pôles de composition. Ce que j'appelle pôle de composition, c'est un ensemble de filières que nous avions regroupées qui procèdent de la spécialité. Je donne un exemple très simple pour que nos amis auditeurs, téléspectateurs puissent bien comprendre. Vous prenez une licence comme licence en sciences économiques et de gestion. À l'intérieur de cette licence, vous avez une dimension en sciences de gestion et vous avez une dimension économique. À l'intérieur donc de cette licence et de ces deux mentions-là, nous avons 9 pôles de composition qui répondent d'autant de spécialités à l'intérieur. Donc, les étudiants travailleront, composeront pour obtenir une licence en finance, comptabilité, audit par exemple, travailleront pour obtenir une licence en marketing, communication, par exemple, commerce, travailleront pour obtenir une licence en banque, finance, assurance, par exemple. Donc, ces pôles-là réunis, nous avions 41 pôles qui prennent en compte ces 230 filières. Et tout ce travail-là remonte à plus d'1 an que nous avons fait et qui a le résultat. Nous avions aujourd'hui retenu 4 villes. Il y a la ville de Cotonou, bien évidemment. Il y a la ville d'Abomey. Il y a la ville de Porto Novo, et puis il y a la ville de Parakou, en fonction des candidatures que nous avions obtenues. Il faut noter que 47 établissements ont déposé des candidats, des dossiers de candidature. Nous avions aussi, à un moment donné, grâce à la clairvoyance de Madame la ministre, ouvert le dépôt de candidature aux candidatures libres. Donc, en plus de ces 47 établissements, nous avions eu une dizaine de candidatures libres. Nous en avons validé quelques-unes parce que un aspect très important de validation des candidatures libres, c'est que l'établissement doit nécessairement attester que cet étudiant provient de son établissement à lui. Il faut avouer, il faut annoncer un chiffre pour faire une comparaison et montrer combien de fois cette opération est une réussite. Si l'État, le gouvernement dit « Je ne vais plus co-signer les diplômes de licence ni de master. Je les remplace provisoirement par un examen. » Le temps que les établissements privés d'enseignement supérieur se mettent en règle vis-à-vis des tests qui existent. Si donc les examens viennent remplacer la co-signature, nous espérions au meilleur des cas 1200 candidats. Parce que chaque année, la co-signature donnait au meilleur des cas 1200 diplômes que nous co-signons par an. Pour la licence. Pour la licence et le master. Par session, la Direction générale de l'enseignement supérieur tournait autour de 300 dossiers. Nous n'allions pas au-delà. Et nous organisons, dans les meilleurs des cas, 4 sessions. Vous parlez de vos capacités ou de ce que les universités envoient. Nous parlons de ce que les universités envoient à faire co-signer. Chaque année, nous tournons autour de 1200. Donc, si la co-signature a remplacé les examens, nous pourrions raisonnablement attendre 1200 candidats cette année. Mais, quand on a présenté le point à Madame la ministre, elle dit, mais attention, ces examens, nous les avons ouverts aussi non seulement aux établissements d'autoconsigne, où on consignait les diplômes, nous les avons ouverts aux établissements qui sont en règle, mais dont on ne consigne pas, qui ont des programmes homologués, qui sont régulièrement autorisés, qui font, parce que c'est cette injustice-là qu'il fallait aussi corriger, injustice que produisait le mécanisme de co-signature. Et puis, elle dit, mais il y a des gens qui voudront mettre leur titre en jeu. Ils ont déjà des diplômes co-signés, ils sont tranquilles, pépères, mais ils disent, puisque l'État veut maintenant organiser, je vais me jauger. J'irai à cet examen pour voir ce que je vaux réellement. N'oubliez pas tous ces cas. Donc, l'un dans l'autre, nous sommes passés de 1200 que nous attendions au meilleur des cas pour dire, dans tous les cas, nous n'allons pas dépasser 5000 dossiers. Donc, nous avons tablé sur 5000 dossiers. Et nous sommes à 2473. Là, c'est un succès franc.
Pour le nombre de dossiers reçus. Pour le nombre de dossiers reçus. Alors, vous n'en avez retenu que 2215. Nous avons retenu 2215. Parce que... Alors, ceux dont les candidatures n'ont pas été retenues pour participer à l'examen, qu'est-ce qui est reproché fondamentalement, de façon générale, à leur dossier? Il y a deux choses majeures qui sont reprochées à ces deux. La première, c'est que nous nous sommes rendus compte à l'intérieur, à l'étude des dossiers, que ce que nous appelons cursus irrégulier, soit le candidat a démarré la formation sans le bac, ou le candidat s'est retrouvé en année supérieure à l'intérieur de son établissement sans valider l'année ou sans valider le semestre. Dans ce cas, nous disons qu'il n'a pas droit à aller en année supérieure. Il est allé en année supérieure. Il n'a donc pas validé les 180 crédits pour pouvoir être présenté ou être digne d'avoir la licence. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas que nous avions eu au niveau des dossiers reçus, ça concerne davantage un ou deux établissements qui n'ont pas eu toutes les autorisations requises, mais qui ont formé des étudiants et qui les ont présentés. Et là aussi, la commission a dit, et ensuite le ministère a dit, nous ne pouvons pas vouloir régler un problème et en créer un autre. Ces examens sont faits pour ceux qui sont en règle, qui ont reçu les autorisations qu'il faut. Donc voilà les deux cas qui ont fait qu'il y a 258 dossiers qui n'ont pas été retenus sur les 2473 qui ont été envoyés. Mais est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas eu de cas de dossiers non acceptés pour défaut d'attestation? Je parle surtout des candidatures libres, pour défaut d'attestation de l'école où l'étudiant en question est censé avoir suivi ses cours. Oui. Il y a eu des dossiers que nous n'avons pas validés simplement parce que les promoteurs n'ont pas voulu attester. Alors, est-ce que les promoteurs n'ont pas voulu parce que ces potentiels candidats n'ont vraiment pas suivi les cours dans ces universités, ou tout simplement parce que ces universités font partie de celles qui ont décidé de ne pas suivre le mouvement? Évidemment, ces universités font partie de celles qui n'ont pas, ou ces établissements font partie de ceux qui n'ont pas voulu suivre le mouvement. Mais j'en connais aussi qui ont dit, niet, ce n'est pas bien, ces examens, nous n'allons pas le faire, mais qui ont quand même validé des candidatures libres déposées par des gens qui ont fait chez eux. J'en connais qui l'ont fait. On ne peut donc pas déduire que c'est parce qu'eux ne veulent pas qu'ils n'ont pas signé les certificats. Ça peut être pour d'autres raisons. Ce qui est sûr, à l'heure du bilan, à l'heure de l'évaluation, les promoteurs qui n'ont pas cru devoir valider la candidature de leurs anciens étudiants, ils expliqueront au ministère les raisons pour lesquelles. Est-ce que c'était parce que le travail n'était pas suffisant? Est-ce que c'était parce que, ils expliqueront. Et si c'est parce qu'ils estimaient n'être pas d'accord avec les examens qu'ils n'ont pas signés, ils le diront. Et en cela, et l'étudiant et le ministère prendront leurs responsabilités face à ce refus. Parce que c'était une ouverture que le ministère a faite pour que tout le monde puisse participer, pour qu'on ne laisse personne en rade. Et s'il se trouve que les raisons qu'ils donneront sont de nature à les obliger à prendre leurs responsabilités, on le fera dans tous les cas. On vous voit un peu trop menaçant. Non, pas du tout. On me voit convaincu. Je ne suis pas menaçant du tout. Je suis convaincu que ce n'est que par là que nous lèverons la tête. Vous savez, j'ai suivi le président de la République qui dit il y a trop de pagaille dans ce pays. Ce n'est pas si faux que cela. Ce n'est pas faux du tout. Il y a eu à un moment donné beaucoup de laxisme. Il y a eu à un moment donné beaucoup de faiblesses. Et c'est pour relever tous ces défis, c'est pour relever toutes ces faiblesses qu'ensemble, nous avions dit depuis avril 2016, rompons. Si nous faisions bien, nous allons rompre avec pour faire mieux désormais, pour faire excellent désormais. Si nous faisions mal, nous allons rompre avec pour faire bien désormais. Donc, ce n'est pas pour rien que nous avons décidé au niveau du Bénin entier d'entrer dans l'ère de la rupture. Donc le dire aujourd'hui, ce n'est pas de la menace, c'est être simplement convaincu de ce qu'on veut faire. Maintenant, si vous dites que c'est menace, et si ces menaces peuvent être pédagogiques, je ne retirerai pas le mot. Ce qu'on veut, c'est que tout aille dans le bon sens. J'en étais au niveau des statistiques. Je parlais
47 établissements privés d'enseignement supérieur qui ont déposé des dossiers. Je parlais également de 4 villes, de 9 centres de composition. Quand vous prenez la ville de Cotonou, les enfants vont composer à la FSS, ils vont composer au CEG Zogbo, ils vont composer au CEG Le Nokwe, ils vont composer au CEG Les Pylônes, ils vont composer au CEG Sainte-Rita. Donc 5 centres sont retenus pour que les compositions de licence aient lieu. Quand vous prenez la ville de Porto Novo, les enfants composeront à l'école normale supérieure et composeront au lycée Pianzin. À Bomé, ils composeront dans les installations de l'USTBR, l'école supérieure des travaux de bâtiments et des routes, donc de l'université d'Abomey. Et à Parakou, les enfants composeront à l'UIT. Voilà pour les centres de composition. Globalement... Et Parakou? Parakou, c'est à l'UIT. À l'UIT, à l'université de Parakou. Nous avions mobilisé pas moins de 120 salles du 28 août jusqu'au 16 septembre, parce que c'est dans 4 groupes que les compositions se feront. Le premier groupe, c'est les 28 et 29, dont nous démarrons lundi. Ensuite, les 4 et 5, le deuxième groupe compose. Les 11 et 12, le troisième groupe compose. Et dans la même semaine, les 15 et samedi 16 septembre, le quatrième et dernier groupe compose. Les épreuves, il y a 3 types d'épreuves, comme ils le savent déjà, qui se dérouleront chaque fois sur 2 jours. Il y a une épreuve de tronc commun, en raison des regroupements que nous avions faits. Il y a une épreuve de spécialité qui porte sur la licence elle-même et la connaissance. Et puis, il y a une épreuve de pratique professionnelle. Et quand nous parlons d'épreuve, c'est un ensemble de matières. Alors vous allez me dire, pourquoi 2 jours? 2 jours, nous avons réservé chaque fois le premier jour pour les épreuves de tronc commun et pour les épreuves de spécialité, qui sont des épreuves qu'on fait en salle. Mais le deuxième jour est entièrement consacré aux épreuves de pratique professionnelle. Sous impulsion, sous instruction de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, la commission et la direction générale, la direction des examens et même les experts que nous avons réunis autour de cette problématique, de ces examens, en sont venus à la conclusion que l'épreuve de pratique professionnelle dispose d'une journée. Je prends un cas, ou 2 si vous voulez. Quand vous voyez les étudiants qui vont composer en tourisme et en hôtellerie, l'épreuve est faite de manière à ce que le premier jour, ils composent en spécialité, ils composent en tronc commun, mais le deuxième jour, ils composent sur le terrain. On imagine par exemple que les candidats soient portés vers Ouida, soient portés vers Abomey, soient portés sur les sites touristiques et les touristes deviennent un peu comme le jury, les examinateurs, et ils expliquent le circuit touristique pour montrer aux membres du jury, pour montrer aux touristes devenus membres du jury pour la circonstance ce qu'ils savent faire. Vous prenez les journalistes. Le premier jour est consacré aux épreuves de spécialité, aux épreuves de temps commun, mais le deuxième jour, on les envoie sur le terrain, on crée une situation, ils font des reportages. Ils vont quitter le centre de composition. Ça peut être dans le centre de composition, ça peut être autour du centre de composition, ça relève des membres du jury, ça relève du chef au centre, ça relève aussi des situations autour desquelles on a besoin qu'ils démontrent le savoir-faire, le professionnalisme. Les aptitudes professionnelles. Les aptitudes professionnelles. Ils vont sur le terrain, ils font des reportages, ils font tout ce que vous dites en matière de dépêche, en matière de brève, en matière de... Et ils reviennent, ils les présentent. Et si c'est la presse télévisuelle, ils montent sur des plateaux. Il n'est pas impossible, puisqu'il s'agit des examens, il n'est pas impossible que l'autorité, la direction des examens et concours demande vos installations ici, avec les membres du jury, pour voir en quoi est-ce que ces journalistes qui ont été formés et qui veulent avoir la licence puissent tenir devant la caméra, puissent faire tout ce qu'ils ont à faire. Et toute cette deuxième journée est consacrée à ce qu'ils ont dans la profession, dans le ventre, dans la tête. Vous voyez, ce ne sont pas des examens comme les autres. C'est une touche particulière. Et lorsqu'on sait que c'est une première, il faut mettre
les balises qu'il faut, il faut mettre l'entrain qu'il faut, il faut mettre la conviction qu'il faut afin que ce soit une réussite parfaite. Et je crois, je suis convaincu, vu le travail qui a été fait, qui se fait, je suis convaincu que tout cela se passera très bien. Alors, vous avez dit qu'au même moment que les spécimens des épreuves ont été retenus, il en a été de même pour les corriger-types. C'est surtout par rapport à cet aspect de l'examen que des parents de candidats ou des candidats pourraient avoir des inquiétudes. Comment les candidats vont être notés? Parce que quand on parle d'examen chez nous, on a plutôt la culture de l'échec. Quand on parle d'examen, parfois on se réjouit de grands taux d'échec, alors qu'on devrait peut-être s'en lamenter. Alors comment ça va se passer ici? Est-ce qu'on est parti pour un examen qui va donner un grand taux de réussite ou un grand taux d'échec? C'est à vous de nous donner la réponse de ce que seront les résultats. Je ne peux pas donner cette réponse-là. Ça dépendra du travail des candidats, des étudiants. Il est et demeure un examen. Ce n'est pas un concours. C'est un examen et dans tout examen, il y a tout ce processus qui se fait. Dans tout examen, et surtout dans le système LMD, il n'est pas à juger ou à décider de l'échec de l'étudiant. Si les experts, plus de la centaine d'experts, venus de tous les horizons, c'est-à-dire des établissements privés d'enseignement supérieur, des établissements publics d'enseignement supérieur, du monde professionnel, des cadres du ministère, qui se sont réunis à plusieurs reprises, et pour permettre que les examens puissent bien se préparer, que les étudiants puissent bien se préparer, on définit le format type, ce que nous appelons spécimen. C'est sur la base de ce spécimen que la direction des examens et concours convoque ceux qui proposent les sujets. Et là, vous savez, vous voyez donc que moi, mes limites s'arrêtent. Et le DET prend le relais parce que c'est de la confidentialité. Mais puisque vous avez été très impliqué dans cette réforme, aussi bien au niveau stratégique opérationnel, nous, c'est vous que nous avons sur ce plateau, donc c'est à vous que nous allons poser nos questions. Tout à fait. Est-ce que les agents correcteurs qui sont recrutés sont des enseignants qui sont vraiment ancrés dans la culture du système LMD? Est-ce que ce ne sont pas des enseignants qui sont restés, qui ne sont plus récupérables par rapport à l'ancien système en matière de notation, en matière de correction des copies? Parce qu'un enseignant qui est dans le système LMD, la manière dont il corrige la copie, c'est différent de la manière dont un enseignant qui est resté dans le système classique corrige les copies. Alors, par rapport à ce point, qu'est-ce que vous pouvez garantir aux candidats? C'est vrai, vous voulez vous assurer qu'ils ont l'aptitude, mais en vous assurant qu'ils ont l'aptitude, il ne faut pas aussi faire échouer des candidats pour des raisons qui ne tiennent pas la route ou qui n'ont pas de sens dans le système LMD. Monsieur le journaliste, je vous rassure tout de suite et à travers vous, je rassure les candidats, je rassure les promoteurs, je rassure les parents d'étudiants, je rassure le peuple béninois tout entier. Je revois encore, Madame la ministre, à toutes les fois que nous rencontrons, et c'est plus d'une fois par semaine, toutes les fois que cet aspect des examens revient sur le tapis, je la revois ferme sur ses instructions. Et c'est avec ces instructions que nous avons travaillé tout le temps. C'est quoi les instructions? J'en viens, j'annonce, j'en viens. Les instructions sont celles-ci. Il ne sera associé à ces examens aucun acteur qui ne soit du sérail. Si vous prenez les surveillants, si vous prenez les collègues qui vont concevoir ou qui ont conçu les examens, les épreuves, si vous prenez les collègues qui vont corriger, si vous prenez les collègues qui vont contrôler, si vous prenez les collègues qui vont superviser, c'est d'abord et avant tout des gens qui sont en situation de classe avec un minimum de 5 ans d'expérience. Aucun correcteur ne proviendra d'ailleurs pour venir jauger. Ils proviennent tous des établissements privés d'enseignement supérieur. Et tout le mécanisme a été mis en place pour que ce soit encore ces promoteurs qui envoient la liste des correcteurs, qui envoient la liste des contrôleurs, qui envoient la liste des superviseurs, à l'intérieur duquel
le ministère travaille. Même les collègues qui proviennent du public, c'est des collègues qui sont du public, mais qui interviennent aussi avec un minimum de 5 ans d'expérience dans le privé. Tout a été fait pour qu'il ne soit pas vu que l'État veut justifier a posteriori une idée, parce que nous avions entendu cela au moment où on travaillait. Ils ont dit que dans le privé, rien de bon ne se fait. Donc, ils veulent organiser les examens pour faire les enfants massivement. et prouver que rien de bon ne se faisait. Absolument faux. Tout a été... Écoutez, ces enfants sont les enfants de la République. Un gouvernement n'est pas là que pour le public. Il est là pour le privé aussi, puisque c'est le gouvernement qui a autorisé le privé. Pourquoi avoir l'idée qu'en organisant les examens, on va faire échouer les enfants? Qui va travailler demain pour le pays, pour le développement du pays et de la République? Non, le gouvernement n'est pas dans ce sens. Madame la ministre, mère, ministre, enseignante, n'a jamais été dans ce... Et c'est à la limite passible d'enfer, je mesure mes mots, de vouloir prêter de telles idées à des gens convaincus du relèvement de ce pays. Oui. Monsieur le DPS, sur la base du constat et du diagnostic qui sont faits au niveau des EPS, vous connaissez le niveau des étudiants de façon générale, la qualité du travail qui est fait. Alors, et quand on lance un examen, on sait soi-même à quoi on s'attend. Quand vous avez 2215 candidats qui vont plancher, vous-même, à quoi vous vous attendez comme taux de réussite? S'il y a un aspect où je suis pratiquement nul, c'est en devinette. Mais quand ce n'est pas une devinette, ce sont des projections, parfois scientifiques. Quand les DOB lancent par exemple l'examen du baccalauréat, j'ai voulu demander par rapport à tout ce qu'on a vu par le passé, le niveau que vous savez, qu'est-ce qu'on peut avoir à peu près comme taux de réussite, ou bien qu'est-ce que vous aurez souhaité qu'on ait comme taux de réussite? On a toujours des réponses. Pourquoi vous ne voulez pas donner des réponses? Je ne veux pas donner des réponses, je ne veux pas risquer. Ouais. Mais, deux choses. Si je pars des conditions de présentation des étudiants, c'est des gens qui ont déjà validé les 180 crédits. Première chose. Deuxième chose, c'est des établissements qui ont pignon sur rue, donc ils sont régulièrement autorisés. Donc ils font du bon boulot, forcément. Troisième élément, puisqu'il s'agit d'un examen, je n'ai aucun doute que nous ne soyons au-delà de 75% de réussite. Aucun doute. Parce que tout est mis en place. Maintenant, vous avez commencé pas par... Non, je n'ai aucun doute. Raisonnablement, je n'ai aucun doute pour que cela se fasse. Puisque ceux qui sont là, c'est des gens que les établissements privés d'enseignement supérieur ont jugé de dignes de la licence. L'État vient maintenant pour renforcer, valider, tester cette connaissance qu'ils ont dans la logique d'accompagnement. Il n'y a donc pas de raison que ce qu'ils ont appris, puisqu'il s'agit d'un examen, ils ne puissent pas le rendre. C'est peut-être aussi à ce niveau, puisque je l'ai entendu dire, je n'ai pas encore vérifié cela, qu'un certain nombre d'acteurs ne voulant pas mettre les étudiants à l'assaut de ces examens se justifie aussi par la qualité de cette... Celui qui n'a rien à se reprocher, qui a régulièrement formé son candidat, son étudiant, il n'y a pas de raison qu'il ne le présente à un examen qui est un examen d'État qui, a priori, est neutre, objectif. Donc là-dessus, je n'ai pas de crainte. Et je ne serais pas étonné que nous ayons 100%. Maintenant, il s'agit d'un examen. Si c'est un examen ne dit pas exactement toujours le niveau réel. Et c'est pour cela que le gouvernement a pris tous les gants qu'il faut, en disant, 1, je le fais pour 3 ans. 2, je n'accepte que ceux qui sont déclarés déjà par les établissements eux-mêmes. Le gouvernement ne se situe pas aux établissements privés d'enseignement supérieur. Finissez, faites les 180 crédits, mais pour vous permettre dans 3 ans d'être autonome sur les titres et les diplômes que vous délivrez, je crée une parenthèse, je crée une transition. Pendant ce temps, vous accélérez le processus pour être vous-même un peu comme des homologues du public. Et c'est ce que la Cour a dit. Il n'y a pas de discrimination dans cette manière de faire. Il y a au contraire
accompagnement. Bien. Avec votre permission, nous allons essayer de suivre le message que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a bien voulu adresser aux candidats, à leurs parents et à tous les acteurs du système éducatif béninois à la veille donc de cet examen national de licence professionnelle, première édition. Béninois et béninoises, mes chers compatriotes, c'est par l'historique et courageuse décision contenue dans le décret 2017-194 du 29 mars 2017 que le gouvernement de notre pays, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, a consacré de larges discussions, concertations et réflexions en vue des examens nationaux de licence et de master. Depuis lors, le compte à rebours a commencé. C'est avec une grande satisfaction que je vous fais part, à vous tous, de ma joie de nous être finalement entendus pour promouvoir tous ensemble la décision d'assainissement du sous-secteur privé de l'enseignement supérieur. À tous ceux qui ont cru, qui s'y sont engagés franchement et qui ont soutenu la décision, j'adresse à nouveau mes sincères remerciements. Alors que la décision d'organiser les examens nationaux était urgente, incontournable et salutaire, j'ai entendu dire que le ministère voulait, par cette décision, fermer tout simplement les établissements privés non en règle. J'ai aussi entendu et vu certains déverser les jeunes dans la rue et leur demander de marcher contre leur avenir. J'ai vécu avec philosophie toutes les attaques dures et parfois gratuites à l'encontre du ministère, ainsi que les assignations en justice de ses cadres. J'ai aussi entendu et vu d'autres, la grande majorité, soutenir la décision, travailler pour qu'elle aboutisse. À ces nombreuses personnes anonymes ou affichées, qui de jour comme de nuit ont travaillé pour la faire aboutir, à ces promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur qui ont compris que c'est ici et maintenant qu'il faut emprunter la voie de la lumière, du soleil qui se lève sur notre sous-secteur à travers le processus d'assainissement qui se poursuit, à ces cadres qui ont tout sacrifié pour qu'advienne ce jour, je voudrais dire toute mon admiration pour leur sens de responsabilité devant l'histoire. Ainsi donc, à compter du lundi 28 août 2017, sur les 2473 candidats enrôlés provenant des 42 établissements privés d'enseignement supérieur, 2473 Béninois expatriés partiront à l'assaut de la licence professionnelle dans environ 230 spécialités, regroupées en 41 filières et en 8 domaines. Ces candidats et candidates composeront dans les villes de Cotonou, de Porto-Novo, Abomey et Parakou, et ce, dans 10 centres abritant environ 128 salles. Ces chiffres très éloquents confirment la justesse de la vision et de la décision du gouvernement, en ce qu'ils traduisent un engouement pour la validation des formations données dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Et cette initiative constitue une première au Bénin et dans la sous-région. La vision hautement inclusive imprimée à l'organisation et au déroulement de cet examen est telle que tous les acteurs concernés ont été impliqués et ont joué un rôle déterminant, chacun selon ses compétences et sa mission dans le système. Ainsi, à divers niveaux, contrairement à ce qu'avançaient les opposants à la réforme, promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, associations de promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, sociétés civiles, experts du monde professionnel, syndicats d'enseignants, enseignants du supérieur, tant du secteur public que privé, et cadres du ministère se sont tous mobilisés pour faire de cet examen une parfaite réussite. Pour cette première édition,
Notre guide au ministère a été l'application des textes existants et rien que les tests. En y voyant une rigueur inflexible, certains crient à la manipulation et à la trahison. Je voudrais les inviter à y voir une position purement pédagogique. Après le bilan de cette première édition, nous régulariserons les situations qui auraient dû l'être avant et nous corrigerons ce qui peut l'être pour permettre à ceux qui remplissent les conditions d'en détenir les preuves. Le ministère n'a pas vocation à organiser en permanence les examens nationaux de licence et de master. C'est pourquoi, au cours de la période transitoire de 3 ans, j'exhorte fortement les promoteurs d'établissements privés, soucieux de l'avenir des enfants et du Bénin, à se mettre en règle pour être autorisés à délivrer des diplômes et titres nationaux conformément aux textes actuellement en vigueur. Je voudrais enfin m'adresser aux candidats et candidates. Mes chers enfants, l'examen que vous apprêtez à passer porte bien son nom. Il est et demeure un examen. Il n'est pas et ne sera jamais un concours. Vous le réussirez si vous travaillez comme il se doit. La validation des 180 crédits d'unité d'enseignement font de vous des candidats crédibles. Un brin de santé corporelle, une pleine révision des programmes harmonisés, une dose de concentration et le tout est joué. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne inspiration et un plein succès. Vive l'enseignement supérieur au service du développement. Vive le Bénin, je vous remercie. Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans cette émission Ma part des vérités, qui nous permet de recevoir le professeur Dodi Amozovi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur. Ce discours, je présume que ce n'est pas sur le plateau de Ma part de vérité que vous le découvrez. Quand on l'écoute, quand on suit la ministre, on sent une certaine sérénité, on sent qu'elle est réconfortée. C'est un discours qui présente, qui rassure les acteurs, les candidats, leurs parents, mais aussi elle en a profité pour lancer quelques flèches à ceux qu'elle appelle opposants à la réforme, en les accusant d'avoir organisé des candidats, des enfants à marcher contre leur avenir. C'est pas trop fort? Non, contrairement à ce que vous dites, c'est pas fort du tout. Je puis vous dire que c'est sur le plateau ici que je découvre ce discours. Je l'ai écouté au moment où l'enregistrement se faisait, donc c'est nouveau pour moi. Je voudrais prendre rendez-vous avec l'histoire. Je voudrais prendre rendez-vous avec le peuple béninois. Cette plume de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est une plume de vision. C'est une plume qui prend elle-même rendez-vous avec l'histoire. Quand vous écoutez les mots, quand vous écoutez l'agencement des mots, quand vous lisez, relisez, réécoutez ce discours, c'est un discours qui s'inscrit dans la postérité parce qu'il met l'avenir de notre pays en jeu, parce qu'il pointe du doigt le soleil qui se lève enfin sur le secteur privé de l'enseignement supérieur, parce que aussi et surtout, le discours indique la voie à suivre à tous ceux-là qui n'ont pas compris hier, la main tendue. Le temps est encore là pour qu'ils comprennent afin de prendre le train de l'évolution. C'est en cela que c'est un discours essentiellement visionnaire, qui ne lance aucune pique. Maintenant que vous avez le feu vert pour ne reculer devant rien dans la conduite de cette réforme, à quelle sauce vous allez manger? Je préfère m'exprimer en ces termes, ceux-là que vous appelez les opposants à la réforme, alors qu'ils avaient peut-être une vision différente de la vôtre, ils avaient une conception du LMD différente de la vôtre, et que maintenant que vous décidez de foncer, est-ce qu'il y aura des règlements de compte, est-ce qu'il y aura des fermetures abusives ou des retraits d'agréments sans justification au détriment de ces promoteurs? Qu'est-ce qui va se passer? Je comprends la question que vous posez, monsieur le journaliste, mais vous posez la question à un fonctionnaire de l'État béninois. Le ministère
L'administration publique incarne la puissance publique. Et la puissance publique incarnée n'est jamais contre l'individu. C'est en cela que j'ai été très malheureux de la personnalisation à outrance de ces débats. Vous entendez des choses qu'on dit sur l'autorité, vous entendez des choses qu'on dit sur les uns et sur les autres, en sortant le débat de ce contexte et en ne restant que très républicain. Non, le ministère restera très républicain. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a un sens très élevé de l'État et il ne pourrait jamais y avoir règlement de compte. Les établissements privés d'enseignement supérieur seront mangés à la même sauce que ceux qui ont accepté. Ceux qui n'ont pas accepté seront à la même sauce, c'est-à-dire la sauce des tests, la sauce de l'accompagnement, la sauce de la rigueur, la sauce de la rupture et la sauce de la pédagogie. Ce que nous avions commencé fortement par faire depuis avril 2016. Il n'y aura pas de sauce pour les uns et pour les autres. Pas du tout, nous ne sommes pas dans cet état professeur, d'esprit. tout ça, c'est une très bonne littérature pour un universitaire. Quel sort est réservé aux établissements qui ont refusé de présenter leurs candidats pour participer à cet examen? Qu'est-ce que vous allez leur faire? Les établissements qui n'ont pas présenté des candidats pour cet examen, le ministère, la direction dont j'ai la charge n'a reçu aucune instruction pour leur réserver un sort quel qu'il soit. Ah, nous avons appris qu'il y en a qui seront fermés. Non, s'il y en a qui ne respectent pas les tests, s'il y en a qui ne sont pas dans les normes, d'abord c'est eux-mêmes qui ont demandé qu'on le fasse. J'ai encore en mémoire un certain nombre de passages des responsables de ces établissements ou de ces associations de promoteurs. Ils disent, mais l'État, pourquoi vous voulez faire l'examen? C'est vous qui nous avez autorisé. Si vous estimez que nous ne sommes pas en règle, fermez-nous. Vous n'avez pas le courage de fermer. Non, il ne s'agira pas de ça. Il s'agira dans une forte pédagogie de donner le meilleur que nous pouvons donner parce qu'on ne veut pas la mort du pécheur. Parce qu'on ne considère même pas que quelqu'un est pécheur. Ceux-là qui n'ont pas présenté, je crois qu'ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Parce qu'il y a manqué un peu de sagesse. Et là, je parle avec beaucoup d'humilité et de modestie. Puisque nous savons qu'après tout, il y a une instance qui va, si vous voulez le mot un peu faible, siffler la fin de la récréation, mettre tout le monde sous la République. À partir du moment où les... C'est quelle instance? Et c'est la Cour constitutionnelle. Ah, finalement, c'est d'elle que nous procédons tous. Parce que tout ce que j'ai entendu pendant que nous préparions, les promoteurs, nous avons déjà déféré. Nous sommes dans la République. Nous attendons la décision de la Cour. Nous allons nous plier, nous allons nous plier. Dit, très bien. Mais pourquoi, quand l'État, le gouvernement a dit c'est ça que je veux faire, même si vous n'êtes pas convaincu, vu que c'est le gouvernement qui vous a autorisé, vu que c'est le gouvernement qui définit la vision, vu que c'est partout, même les diplômes que vous les délivrez au nom et sous le sceau de l'État. Pourquoi ne pas avoir la sagesse qu'il faut en vous disant, je présente mes candidats. Bon, ça c'est le passé. Je suis dans l'avenir. Je suis dans l'avenir. Non, ça c'est le passé. La sagesse aurait recommandé qu'ils présentent les candidats jusqu'au moment où la Cour constitutionnelle dise non, c'est une mauvaise voie. Et là, on retire. Maintenant que la Cour a dit, gouvernement, vous ne vous êtes pas trompé, vous ne discriminez pas, que feront-ils? Quel est le sort qu'eux-mêmes ils réservent à ces étudiants-là, à ces enfants? Pourquoi ces enfants n'avaient pas compris que marcher dans ces conditions, c'est marcher contre son propre avenir? Pourquoi n'avaient-ils pas compris qu'il s'agit de l'État et que l'État, a priori, n'est contre personne? Voilà autant de questions et il faut faire le bilan à un moment donné. Les enfants étaient-ils suffisamment mûrs pour comprendre, pour répondre efficacement à toutes ces interrogations quand le fondé de leur université leur demande de marcher? Est-ce qu'ils pouvaient refuser de marcher? Ça dépend du discours qui a été servi aux enfants. Malheureusement, le ministère a fait tout ce qui était à son pouvoir, en demandant même l'assistance des parents d'étudiants, en communiquant abondamment, et je voudrais vous dire merci à vous, pour que le jeune en licence, il n'est plus si enfant que cela, à qui on demande de marcher dans ces conditions, puisse faire le recul nécessaire pour dire, mais où est mon avenir? Où est le problème? À vous entendre parler donc, les enfants aussi qui n'ont pas entendu le message de la ministre, qui n'ont pas été sensibles à toute la communication d'explication explicative sur le sujet, auront aussi à craindre pour la suite de leur cursus. Non, ils n'auront pas à craindre. Ils n'auront pas à craindre.
Madame la ministre vient de dire tout à l'heure, si vous suivez bien son discours, et vous l'avez suivi, qu'il y a un certain nombre de choses qui existent là, qu'on va apurer, qu'on va prendre en compte pour les éditions à venir. C'est une porte qui est ouverte. Moi, je pense qu'en faisant amende honorable, je pense qu'en revenant à de meilleures proportions, à de meilleurs sentiments, qu'en voyant que, en réalité, c'est pour éviter de déverser les enfants dans la rue, c'est pour éviter d'étriquer, c'est pour éviter de compromettre l'avenir de ces jeunes que le gouvernement a pris cette décision. Si ces promoteurs le comprennent enfin, je dis et je redis, l'état d'esprit que je vois à travers les instructions que moi je reçois tous les jours est de nature à tout faire pour ne jamais pénaliser l'enfant du pays, le citoyen béninois. Et tout sera trouvé pour que les citoyens... Maintenant, les parents d'étudiants, je ne juge pas de ce qu'ils feraient vis-à-vis de ces établissements qui ont décidé de ne pas aller à ces examens. Mais chose curieuse, je m'en voudrais de ne pas l'ajouter. Savez-vous que nombre ou certains parmi ces établissements qui ont tiré à boulet rouge sur le ministère, qui ont tiré à boulet rouge sur ces examens, placardent quand même sur les affiches pour la rentrée que les diplômes qu'eux donnent sont des diplômes d'État, sont des diplômes nationaux, alors qu'ils ont refusé de présenter les candidats aux examens. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? Non, non, voilà. Professeur Dodji Amozovi, ce que je veux dire maintenant, ce n'est peut-être pas à moi de vous le dire, parce que c'est quelque chose que vous savez. Vous êtes sociologue, professeur titulaire de sociologie. Quand le Béninois dit « on ne veut pas l'amende du pécheur », on sent même parfois que c'est quand il est sur le point de crucifier le pécheur qu'il le dit. Vous, personnellement, mettons de côté la ministre Maroudi Altanasso, vous avez été ciblé, vous avez été attaqué, vous avez fait l'objet de dénigrement, de délations, on a dit toutes sortes d'énormités sur vous. Vous pensez que maintenant que vous avez l'occasion de vous venger, vous allez rater cette occasion-là de vous venger en faisant peut-être des fiches qui vont vite conduire l'autorité à prendre la décision de fermer certaines universités? Ça, ce n'est pas connaître l'autorité que j'ai. Ce n'est pas connaître Marie-Odile Latanasso. Je n'ai trahi aucun secret en disant la manière dont je travaille avec l'autorité. Quand vous envoyez une fiche, et vous recevez en audience, asseyez-vous, la fiche est là, où sont les tests? Où sont les tests? Et vous évoluez test après test. Vous faites une analyse qui ne cadre pas avec un test, cette analyse-là est de côté. Les sentiments ne priment pas, les humains ne priment pas. Première chose. Deuxième chose, j'ai une hygiène, j'ai une valeur de vie, personnellement. Et ça, je peux le dire. Parce qu'il s'agit de vous personnellement maintenant. Parce qu'il s'agit de moi personnellement. Je suis là incarnant une petite parcelle de la puissance publique. Et jamais, au grand jamais, je ne peux l'orienter. Ce n'est pas moi le décideur. Même si je le voulais, tout de suite, je me ferais griller. Parce que je me serais inscrit sur le registre du mauvais, sur le registre de la revanche, sur le registre du mal. Oh, la colère, la revanche, l'œil pour œil, dent pour dent, c'est pour les faibles. Moi, j'avance et je souhaite être positif. Donc, si vous voyez la manière, même au cœur de cette polémique, de ce conflit, au cœur de ce déferlement de méchanceté, parfois gratuite, nous discutons, parce que sans discussion, nous ne pouvons aboutir à rien du tout. Je ne les ai jamais considérés comme ennemis. Je ne pense pas qu'ils me considèrent comme ennemis, parce que dans leur moment libre, ils disent ce n'est pas ta personne qui nous intéresse, c'est ton fauteuil qui nous intéresse. Donc à partir de ce moment-là, le fauteuil reste républicain. Le fauteuil reste administration publique, et l'administration publique a des tests. Toute décision qui ne rentre pas à l'intérieur des tests, comptez sur moi. Mais comptez davantage sur Mme Odile Latanasso pour ne pas brimer, pour ne pas prendre une revanche. Ce n'est même pas possible. D'accord. Je pense que les téléspectateurs et les auditeurs vous prennent au mot. Parce que et qu'ils prennent rendez-vous. Quand certaines décisions incompréhensibles vont être prises, vous allez être interpellé. Alors, est-ce que cette hygiène de vie dont vous vous réclamez, cette valeur positive que vous pensiez incarner, est-ce que tout ceci peut être suffisant pour que vous plaidiez auprès de l'autorité pour que l'on essaye un peu d'adoucir les tests, d'essayer de réduire un peu la rigueur des tests aujourd'hui en ce qui concerne les conditions à remplir
pour avoir l'homologation en tant qu'université? Parce que tout le problème se situe à ce niveau. Il y a des conditions que certaines universités ne pourront jamais remplir, même si on leur donne 20 ans, 30 ans. Vous savez, il semble que vous donnez un peu trop de pouvoir au DPS qu'il n'en a. DPS n'est qu'un directeur. Les tests sont pris à travers un canal, un processus qui vont parfois au-delà du ministère. Et on prend le conseil consultatif de l'enseignement supérieur qui valide le guide de l'usager. C'est une instance faite de plus de 8 ministères avec différentes structures au-delà même des ministères qui valident en dernière instance la liste, les critères, les conditions pour être homologué, les conditions pour être ici. Quand vous prenez un décret, ce n'est pas de l'ordre du DPS, ce n'est pas de l'ordre du ministre. Non, on le sait, vous êtes un technicien. Aujourd'hui, quand on lit les tests, on perçoit la nécessité d'un allègement des tests. Si vraiment on veut homologuer des universités privées pour qu'elles puissent délivrer elles-mêmes leur propre diplôme, leur propre titre. C'est de ça que je parle. Tout à vous, fait. Personnellement, qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien pour vous, les tests ne sont pas suffisamment stricts pour que l'on pense à les alléger. Est-ce que les tests dans l'état actuel peuvent vraiment permettre d'avoir des universités homologuées? Même les 47 qui ont accepté de participer à l'examen, est-ce qu'en 3 ans, ces EPS pourront remplir toutes les conditions pour avoir ces homologations? Très bien. Les tests sont les tests. Forts, mauvais, tant qu'ils ne sont pas abrogés, ils sont dans les tests. Et mon action s'inscrit dans les tests. Madame la ministre vient de le rappeler dans son discours. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai toujours dit, nos amis en face se trompaient de combat. Madame la ministre a annoncé un atelier d'évaluation juste au lendemain des licences. C'est à ce moment qu'il faut poser les problèmes comme celui-là. Ce problème, face à certains aspects, peut-être trop, peut-être désuets, dépassés, des tests, il faut mettre en place le dispositif, le mécanisme qu'il faut pour avoir de nouveaux tests. Quand on sait que le test qui est là n'est pas applicable. Mais tant qu'il n'y a pas un autre test, c'est celui qui est là qu'il faut appliquer. Et le travail que nous allons commencer à partir de l'atelier d'évaluation de ces examens prendra en compte aussi la nécessité de revoir, pas dans le sens de l'allègement, pas non plus dans le sens de conforter ou de renforcer en vue d'empêcher les établissements d'être homologués, mais dans le sens du juste, en prenant en compte les réalités que nous traversons. Je vais vous donner un exemple. La commission supraministérielle, donc interministérielle, qui étudiait les dossiers en vue de la co-signature. Il y a un aspect dans les critères où on a dit qu'il faut avoir 60% d'enseignants permanents avant d'avancer. Mais nous avons toujours été butés contre ça. Et il y a eu de la compréhension à l'intérieur, une compréhension entièrement assumée et prise en charge jusqu'à la date d'aujourd'hui. On peut reprocher ça à la commission en disant les tests étant les tests. Mais si on les applique tels quels, aucun établissement privé ne pourrait passer à travers ces conditions-là. Nous avons... Ça, c'était pour la co-signature. Ça, c'était pour la co-signature. Et on a compris cela. Ce n'est plus de règle maintenant. Mais on peut le retrouver, on peut retrouver aussi des aspects comme ça, comme on peut retrouver de nouveaux aspects. Et quand vous lisez les tests de la sous-région, quand vous lisez les conditions, les critères même du CAMES, que vous prenez les critères que nous avons retenus pour l'homologation des établissements, le Bénin n'est pas extra, n'est pas à l'extra, pas du tout. Et j'ai eu la chance, du fait de mes fonctions, de mes occupations quotidiennes et du fait surtout de la guéguerre qui est née, j'ai eu la chance d'aller au-delà de ce qu'il était permis de savoir. Et s'il faut vous parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Niger, du Burkina, même du Ghana, des pays qui nous entourent en matière de fonctionnement et de gestion des établissements privés d'enseignement supérieur, si je ne suis pas parmi les meilleurs, je suis quand même bien dans la maîtrise de ces tests. Et je sais que le Bénin n'est pas à l'extrême, n'a pas imposé des choses, ou n'a pas retenu des choses
exprès pour coincer. Et pourquoi les autres pays n'ont pas le problème que le Bénin a? Ou s'ils ont ces problèmes, pourquoi la solution pour eux n'a pas été d'organiser des examens nationaux de licence et des masters dans les EPS? La Côte d'Ivoire a tenté. La Côte d'Ivoire n'a pas pu, face au déferlement de certains promoteurs d'enseignement supérieur, ils n'ont pas pu. Le Mali souhaite. Les pays qui nous entourent souhaitent le faire. Et à tous les niveaux, le retour que nous avons de ces pays, c'est de dire, si jamais vous parvenez à le faire au Bénin, nous allons le faire. Les problèmes sont pareils. Le directeur général de l'enseignement supérieur du Bénin, donc mon patron, a rencontré tout récemment celui du Mali, a rencontré celui du Sénégal. Ils ont discuté, ils disent, les problèmes sont presque identiques d'un pays à un autre. La solution que le Bénin vient de trouver, si cette solution se mettait en place jusqu'au bout, et la suite qui est l'assainissement total du secteur privé, en plus des institutions prévues telles que l'Agence nationale d'assurance qualité, si tout ça se met en place, vous verrez que les uns après les autres, un peu comme la conférence nationale des forces vives de la nation, les autres pays vont nous suivre. Ils promettent déjà de nous suivre. Ce parallèle que vous venez de faire ne va pas plaire aux gens. Votre réforme est la conférence nationale des forces vives de la nation que d'autres pays ont copié. Où se trouve le rapport? Où est le lien? Le rapport, le lien, c'est que nous avons les mêmes problèmes. Les problèmes sont transversaux dans la sous-région. J'ai travaillé personnellement avec mon homologue du Niger. Les problèmes sont les mêmes. Les solutions, chacun essaye d'apporter, mais on n'a pas trouvé la réponse. Nous venons d'apporter une réponse. Nous allons finaliser cette réponse à partir de demain. Nous évaluerons. Et l'année qui suit, nous aurons un acquis. Au bout de 3 ans, nous sortons de cela. Et nous mettrons en place maintenant les meilleures conditions possibles pour que tout soit accompagné. Tous les établissements privés d'enseignement supérieur soient mieux accompagnés. La DPS, la DGS, l'Agence nationale d'assurance qualité reviendraient à leur rôle tel qu'ils devraient normalement le jouer avec les moyens qu'il faut pour qu'ils jouent ce rôle-là. Et pourquoi est-ce que ce qui a marché au Bénin ne serait pas copié en Côte d'Ivoire, ne serait pas copié au Mali, ne serait pas copié au Niger? J'ai forte confiance que ce sera fait. Ce n'est pas seulement une confiance. Les discussions que j'ai avec mes homologues dans ces différents pays, même mes collègues qui sont dans le secteur privé d'enseignement supérieur disent « Ah, professeur, si vous parvenez à faire ça, nous aussi on va le faire chez nous. » Alors, lorsque on évoque souvent votre nom, on l'associe à une espèce de conflit d'intérêts. Est-ce que c'est vrai que vous seriez impliqué très fortement dans le fonctionnement de certaines universités privées dans lesquelles vous avez des intérêts, alors que vous êtes fonctionnaire? Je n'ai aucun intérêt dans aucun établissement privé d'enseignement supérieur. Je répète, aucun intérêt dans aucun établissement privé d'enseignement supérieur. J'ai été appelé en novembre 2014 au poste de directeur des établissements privés. Le 10 novembre 2014, j'ai pris fonction. Le 10 novembre 2014, j'ai déposé ma démission dans une seule école où j'étais vice-président du conseil scientifique. Basta. Je suis enseignant, professeur de sociologie. C'est ça qui me donne à manger. Mon salaire provient de là. J'enseignais dans toutes les universités privées qui me sollicitent. Même ceux qui sont contre la réforme et qui agitent cette disposition, j'enseigne chez eux. J'ai enseigné à ISMA, j'ai enseigné à Donaï, j'ai enseigné à UPI Formation en tant qu'enseignant. Maintenant, le directeur... Avant d'être devenu DPS. Avant d'être devenu DPS. Et quand je suis devenu DPS, je n'ai plus le temps matériel. Et ça me manque, vous pouvez savoir, ça me manque d'aller au contact de mes étudiants. Lorsque je suis devenu DPS, que je lis la mission, on me dit assurer la qualité de ce qui se fait dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Définir les règles, c'est un nombre de missions qui me sont ouvertes. À moins de penser, et c'est ça la réflexion, la petite semelle que font certains, qu'un président de jury ou qu'un jury serait de mèche avec un établissement. On ne peut jamais faire le reproche à un jury de siéger et d'apprécier un travail. Moi, je considère que c'est une manière d'apprécier le travail qui est fait en présidant un jury de soutenance.
Dans les épaisses. Dans les épaisses. Et je le préside partout, dans tous les épaisses qui me sollicitent au moment où j'ai le temps pour cela. Parce que j'ai le feedback du travail qui se fait. Ça vous permet de vivre en même temps Ça la me réalité. permet de vivre la réalité et de connaître le contenu des rapports ou des mémoires qui sont faits. Le jury est indépendant vis-à-vis de l'établissement. Même si aussi, de l'autre côté, ça vous permet d'avoir des revenus complémentaires. Quel revenu? Quand vous siégez au sein d'un jury, ce n'est pas gratuit. Vous parlez de revenus? Posez la question. Là où je siège. Ben, c'est gratuit quand vous allez siéger au sein des jurys pour les soutenances. Je ne m'en occupe pas. Dans les jurys de soutenance, ça passe entre 15 et 20 000. Vous pensez qu'un professeur titulaire aujourd'hui est à ça près? Vous avez un jury tous les 2 ans ou par an, vous y allez, vous asseyez 20 000 francs. C'est revenu complémentaire ça? À moins qu'on vous dise que vous avez 100 000 jurys, vous asseyez dans 100 000 jurys, oui, d'accord. Mais quand c'est un jury, quand c'est 2 jurys à l'année, vous êtes à l'intérieur d'un dispositif où, du terrain, vous pouvez avoir de l'information. Donc pour vous, ce n'était pas l'argent qui était important, c'était vraiment l'expertise, mettre la science au service des universités. Monsieur le ça? journaliste, Oui. posez-moi des questions imaginatives. Oui. Posez-moi d'autres questions. Comment peut-on comprendre que quelqu'un pour 20 000, pour 40 000, pour 60 000 va courir et mettre en péril son travail? Siéger dans un jury, je le dis et je le répète, je crois humblement et fondamentalement que ça rentre dans mon rôle parce que ça me permet, au-delà d'une simple supervision, de saisir de l'intérieur ce qui se fait. Et c'est une injure que de penser qu'un jury fera ce qu'un directeur d'école veut. En tout cas, le jury qui va se saborder jusqu'à ce point, je vais lui poser la question de savoir comment il a obtenu ses grades au CAMES. Voilà. Et là, c'est le professeur titulaire qui parle et non les DPS. Absolument. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. C'est vrai, on pourrait penser que le message de la ministre Marie-Odile Atanasso est déjà suffisant pour les candidats, mais puisque nous avons la chance de vous avoir et en direct, ce n'est pas toujours possible. Nous vous donnons l'occasion aussi de vous adresser aux candidats. Je voudrais dire aux promoteurs d'établissements privés d'abord, qui ont présenté des candidats, leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait, parce que lors de mes supervisions, j'ai vu combien de fois, et il y en a même qui sont allés jusqu'à organiser des examens blancs inter-épaisses, toujours pour être dans les meilleures conditions, présenter leurs étudiants. Je veux leur dire de garder ce cap, de garder cette sérénité. Les examens que nous allons lancer à partir de demain, en 2 à 3 semaines jusqu'au 16 septembre, pour prendre fin, de ne pas baisser la garde, afin d'avoir les meilleurs résultats possibles. C'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont vu juste. Aux étudiants candidats, je voudrais redire ce que Madame la ministre a dit dans son adresse. Ce n'est qu'un examen. Et vous êtes bons, vous êtes des candidats idéaux pour pouvoir réussir à ces examens. Oubliez le trac, soyez zen, révisez comme vous pouvez réviser, allez au lit le plus tôt que possible. Aux parents d'étudiants, je demanderai tout l'accompagnement. Puisque c'est un examen, c'est toujours source de trac quelque part. Mais je voudrais souhaiter que les candidats à partir de demain ne se disent qu'ils sont face à des choses qu'ils savent déjà et que tout est mis en place, non pas pour les coincer, mais plutôt pour qu'ils rentrent ensemble avec le gouvernement, ensemble avec le ministère, pour qu'ils rentrent dans l'histoire par la grande porte. Ils seront les premiers contingents, les tout premiers licenciés d'État, réellement parlant. Ils ouvriront ainsi la voie royale pour tous les autres. Et quand on fermera cela dans 3 ans, il ne restera que l'assainissement du secteur des établissements privés d'enseignement supérieur. Parole du directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, de la Direction générale de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Dodi Amozovi. Merci très sincèrement de nous avoir consacré une partie de votre temps précieux de ce dimanche matin. Merci d'être venu à nous dans cette émission Ma Part des Vérités qui s'achève ainsi.
Nous avons parlé, bien sûr, de la première édition de l'examen national de licence qui démarre demain. Vous avez eu toutes les informations sur les statistiques. Notre invité a rassuré les parents et leurs candidats. Le processus de préparation a été rigoureux. La préparation a commencé à temps. La direction des examens et concours du ministère qui gère cette question a pris toutes les dispositions techniques et pratiques pour assurer une organisation parfaite de cet examen. Quant à nous, il ne nous reste qu'à souhaiter une très bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. Merci d'avoir pris du plaisir à suivre cette émission, Ma Part des Vérités. Nous vous souhaitons d'excellents moments en compagnie des programmes de Golf TV Africa et de Golf FM Africa. Portez-vous bien.